Bienvenue dans State of Food, le podcast qui dissèque les tensions invisibles de l'alimentation. Et je voulais profiter de ce petit bonjour pour vous remercier de votre fidélité et de votre écoute. Les chiffres que m'ont communiqué les plateformes sont extrêmement encourageantes. Nous avons fait plus de 500 téléchargements juste sur Spotify, donc merci énormément. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Biraud, l'homme qui a été longtemps au cœur du système de la distribution. Eh bien aujourd'hui, bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Biraud, l'homme de la distribution dont on avait beaucoup entendu parler. Vous avez longtemps été au cœur du système, vous avez vu passer les injonctions contradictoires, vous avez vu passer les prix bas, la durabilité, les négociations agricoles, le pouvoir d'achat, le Covid, la juste rémunération, les performances, l'éthique. Vous avez à peu près tout vécu. Et en fin de compte, je suis ravie de vous accueillir pour qu'on puisse un petit peu prendre du temps pour discuter, prendre un peu de la hauteur sur ce qui a été le métier de la distribution et comment ça va s'imbriquer dans ces différentes crises agricoles. Et on a vu cet été le petit point d'orgue, enfin plus qu'un point d'orgue pendant l'été, sur la loi du plomb. Ma première question... On a découpé ça un petit peu en plusieurs parties. C'est est-ce qu'on arrive à réconcilier notre agriculture qu'on voit de plus en plus loin? Comment on la réconcilie avec le commerce? Comment on la réconcilie avec la société? À quoi ça ressemblerait une distribution qui ne capte pas, qui est accusée de capter toute la valeur? Et vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Qui soutient? Pourtant, il y a des groupes qui soutiennent. Est-ce que c'est encore possible dans un monde qu'on voit complètement déstabilisé, complètement fracturé? Est-ce que c'est encore possible? Et donc, ma première question, ce serait que, est-ce que malgré les discours d'apaisement, la défiance, elle reste toujours aussi forte entre les producteurs et les distributeurs? Et si oui, pourquoi? Alors bonjour Sandrine, je suis ravi d'être là aujourd'hui et de participer à ce podcast. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, je me prête au jeu et ça me fait très plaisir. Je vous remercie. Alors, peut-on réconcilier, en tout cas, le monde agricole avec la distribution? Le problème de ce monde, c'est il n'y a pas de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, il y a de la défiance. Et donc, c'est une défiance permanente, c'est un rapport de force permanent, et c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est l'autre. Donc, on se renvoie la balle, et ça peut pas fonctionner, donc c'est compliqué. Les agriculteurs, ils ont toujours été considérés comme le maillon faible de la chaîne, on va dire la variable d'ajustement des distributeurs et des industriels. Et donc forcément, on va dire, il y a la guerre qui se fait entre les industriels et les distributeurs, et les industriels, depuis des décennies, jettent les miettes aux agriculteurs, aux paysans. Alors ils ont bien sûr ce sentiment d'être le maillon faible, de ne pas être considérés, et surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ils sont justement le maillon fort. Parce que sans les paysans, on n'a pas de matière première. L'industriel n'a pas de matière première, le distributeur n'a pas le produit pour le distribuer. Alors bien sûr, on peut aller chercher à droite à gauche dans les pays européens ou même à l'autre bout du monde, mais c'est quand même dommage. C'est le paysan qui a la matière première, donc c'est lui. C'est chez lui qu'on doit démarrer les discussions, c'est pas chez le consommateur. Alors même si, et on en reparlera certainement, le partage de la valeur est important sur l'intégralité de la chaîne, mais c'est le premier maillon de la chaîne, c'est pas le dernier. On prend toujours le problème à l'envers. Le paysan, c'est le premier maillon de la chaîne. Et j'ai envie de dire, la confiance, elle se construit sur des années, mais on peut la détruire en une petite négociation, en une seule négo, quoi. Et donc, je trouve ça triste. Et je pense, et on l'a démontré pendant des années, qu'on peut inverser les choses. Il faut juste un tout petit peu de volonté. Mais on voit bien qu'on a un problème structurel. Est-ce que c'est un problème de marge ? Est-ce que c'est un problème de contrat? Tous les agriculteurs, ils peuvent pas être, ils n'ont pas cette capacité à contractualiser. On veut des circuits courts, mais on veut de la volumétrie. On voit bien que l'agriculteur, il est plus considéré comme avant, que lui, au final, on est d'accord, il gagne quand même moins bien sa vie. Pourtant, c'est lui qui est à la base de tout. Et moi, je dis toujours, ça peut pas être juste le rendez-vous du salon des agriculteurs, les agriculteurs.
Et ils sont beaux, ils sont gentils, il faut quand même qu'ils arrivent à gagner leur vie. Je ne veux pas en faire une généralité, mais on le voit bien, et sans tomber dans le misérabilisme, l'agriculteur, c'est pas que l'amour est dans le pré. On voit bien qu'il y en a qui sont en difficulté. Même, je le trouve très... c'est très caricatural. C'est très, très caricatural, d'autant plus que voilà, on explique que le pauvre agriculteur ne trouve pas de femme et donc il faut l'aider. En plus, il faut l'aider. On ne va pas rentrer dans ce discours-là, mais est-ce que c'est structurel, culturel ? Je pense que c'est les deux. Et juste pour reprendre, oui, l'agriculteur ne gagne pas assez sa vie, mais pourquoi ? Parce qu'on prend le problème à l'envers. On commence par le consommateur, le prix, toujours le prix le plus bas. Et au final, à un moment donné, le dernier maillon, qui pour moi est le premier, il ne gagne plus sa vie. Donc pour moi, c'est structurel et c'est culturel. C'est structurel parce que, effectivement, ce que je viens de dire, les marges sont de plus en plus serrées et la volatilité des prix elle complique un peu tout ce système. Et c'est culturel parce qu'on ne vit pas dans le même temps. C'est-à-dire que le paysan, et ça on l'oublie souvent, je pense que les consommateurs et les gens qui nous écoutent l'oublient souvent, c'est qu'un agriculteur, finalement, dans toute sa vie, il n'a finalement que 40 saisons. Et s'il en loupe une, c'est 1 sur 40 qu'il perd, quoi. C'est son revenu, c'est son gagne-pain, quoi. Et ça, on l'oublie, il a 40 années, 40 saisons où il va planter son blé, son maïs, son orge ou autre. Et ça, on l'oublie bien souvent, quoi. Donc, je pense qu'il faut remettre tout ça dans l'ordre pour soutenir ce monde agricole. Et on parle toujours de la défense ou la sauvegarde de la souveraineté alimentaire française. Ouais, mais ça commence par là, quoi. Ouais, alors on va en parler tout à l'heure du consommateur, parce qu'effectivement, dans la chaîne de valeur, tout le monde a sa responsabilité. Et c'est vrai que nous, en France particulièrement, Philippe Gutzmann, que vous connaissez bien, le dit assez souvent, et je partage son avis avec lui, nous, on ne paye pas assez cher notre alimentation si on compare à d'autres pays. On ne lui donne pas de la valeur, on ne lui donne pas la même valeur. Mais on en reparlera tout à l'heure. Comment on pourrait mettre en place cette coopération sincère ? Comment, en fin de compte, on pourrait faire pour que ça fonctionne en définitive ? Comment faire ça ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'il y a quelque chose de miracle ? Pour moi, il y a une solution qui est archi simple. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve simple. Il faut donner de la visibilité aux agriculteurs. Il faut de la transparence dans toute la chaîne alimentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut mettre en place des contrats longs. Je disais tout à l'heure qu'en agriculteur, on n'a pas la même notion de temps. Le distributeur, c'est là tout de suite le prix à l'instant T, c'est les promos, c'est l'approvisionnement au quotidien de ses magasins. Le paysan réfléchit à long terme. Le paysan doit aujourd'hui, on est en septembre, il doit déjà réfléchir sur les plantations qu'il va mettre en place pour la saison prochaine pour approvisionner les industriels et donc les distributeurs. Et donc, il faut mettre en place des contrats longs. Il faut que les distributeurs s'engagent avec les industriels auprès du monde agricole de dire moi je m'engage sur les 3 prochaines années minimum, sur les 5 prochaines années, je serai tout ton volume, je le prendrai. Quelle que soit la météo, quel que soit le rendement, parce que ça aussi, l'agriculteur est dépendant de ce qui se passe, de ce que la météo veut bien lui donner. Donc, une grêle, toute sa récolte est par terre, de la pluie, sa récolte va pas pousser, etc., etc. Bref, il y a tous ces aléas qui font que le distributeur et l'industriel doivent se prendre la main pour donner de la visibilité au monde agricole, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Après, on peut aussi se mettre avec des agriculteurs, certaines coopératives le font déjà, co-investir pour, par exemple, c'est des exemples concrets que j'ai mis en place. À un moment donné, le bio explosait. Il nous fallait du bio. Alors, il y avait beaucoup de paysans qui faisaient la conversion. Alors, ça dure 2 ans en général. Mais ça a un coût. Je disais tout à l'heure, un agriculteur a 40 saisons dans sa vie. Et donc, s'il n'a pas les sous pour la transition, donc qu'est-ce qu'on fait ? Le distributeur se met avec l'agriculteur pour investir ensemble pour une transition et pour passer sur du bio, par exemple. Je suis contente que vous parliez du bio. J'y avais pas pensé qu'on l'aborde, mais en fin de compte, moi qui travaille beaucoup sur la prospective et les tendances, j'avais vu venir ce désamour, j'avais dit ce désamour du bio, il va venir et tout. Tout le monde s'est enquillé là-dedans, y compris les agriculteurs, en se disant on va mieux valoriser en fin de compte notre production. Mais on voit bien qu'il y a des amours et là, il n'y a plus personne pour les aider.
Alors là, je ne vise absolument personne, hein, c'est pas mon rôle. Mais de me dire, effectivement, les agriculteurs, ils veulent pas toujours vivre de subsides, enfin, européens ou Ils veulent pas du français. tout. C'est pas leur truc, Bah quoi. non. Et de se dire, mais comment on pourrait faire quelque chose où on les aide aussi, on leur dit pas, fais-moi du bio, fais-moi du bio, fais-moi du bio. Eux, ils se disent, bah oui, ok, je vais aller là-dedans. Et puis 2 ans après, ah ben, des amours, on arrête. Et puis eux, ben, c'est la douche froide pour certains. Mais comment on fait pour les accompagner? Et je parle pas de finances, là je parle de vraiment structurellement, quoi. Bon, les finances sont quand même essentielles, hein, Évidemment. c'est le nerf de la guerre, mais le bio est un super exemple. Alors, j'appellerais pas ça un désamour du bio, c'est juste que il y en a qui se sont, faut se le dire, il y en a qui se sont gavés, qui font des marges de dingue, et là-dessus, vous rajoutez l'inflation qu'on s'est pris en 22-23, Ouais. bah forcément, le consommateur, entre un produit qui est 30, 40, 50% plus cher, bon voilà, c'est son porte-monnaie qui parle, et donc il va aller sur le produit conventionnel. Oui, il faut les accompagner, mais ça, il y a des interprofessions, il y a des fédérations qui sont là, et vous avez raison, ils veulent pas vivre de la PAC, ils veulent pas vivre des subventions, ils veulent pas vivre de tout ça, ils veulent juste vivre de leur métier comme vous et moi, quoi. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ils y arrivent pas. Mon beau-père, il est paysan dans le Gers, c'est le premier à dire, mais moi, j'ai juste envie de gagner ma vie, quoi. J'ai pas envie de faire les dossiers épais comme ça pour toucher la PAC, quoi. Ouais. C'est pas ça mon job. Mon job, c'est de faire pousser des graines et de les vendre pour gagner ma vie. Donc, c'est une équation qui est vraiment, je pense, très, très complexe. Alors, j'en parle souvent. Pour moi, il n'y a pas de volonté dans ce pays. Voilà, tout le monde est prêt à. Tout le monde dit, ouais, il faut. Ouais, il y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon, mais finalement, personne a une vraie volonté de faire bouger les lignes. Et donc, malheureusement, il faut légiférer. Ouais. Et ce serait quoi la législation qu'il faudrait imaginer, hein? Bah déjà, pour moi, il faudrait pas. Normalement, on ne devrait pas devoir légiférer. Je veux dire, on est tous adultes, on est tous des gens responsables normalement, et ça devrait très bien se passer. On devrait respecter celui qui produit la matière première et toute la chaîne jusqu'au consommateur. Un produit a un prix. Et donc, on ne peut pas brader définiment et à outrance les produits pour le seul prix au consommateur. Si demain, et je l'ai dit pendant des années, si demain toute la distribution vend du lait à 1 euro le litre, les consommateurs n'en consommeront pas moins. D'accord ? Par contre, s'il y en a un qui vend 70 centimes et que tous les autres vendent 1 euro, le consommateur va aller chercher celui à 70. Et donc, c'est ça, cette fameuse guerre des prix. Mais si on se met tous à 1 euro, on ne vendra pas un litre de moins. Si on arrête les promos, on ne vendra pas un litre de plus ou de moins. Parce que si vous achetez un pack de lait et le deuxième à moins 50%, c'est pas pour autant que demain matin, vous buvez 2 bols de lait. C'est des conneries, ça. C'est vrai. C'est des conneries. Donc il faut juste se prendre par la main. Le problème, c'est c'est pas seulement des guerres de prix, c'est des guerres de volume. Entre les deux mastodontes laitiers, quand j'appelais l'un pour lui dire « Mais pourquoi on continue à faire des promos ?» Bah oui, mais c'est parce que l'autre, il en a fait. Donc les gens vont chercher l'autre. Et donc c'est des batailles de volume. Et ça n'en finit plus, quoi. Et tout ça, parce que quand vous vendez un pack acheté, le deuxième à moins 50, forcément, c'est le paysan qui trinque. Bah oui. Alors, mais non, c'est pas vrai. On le paye. Au bout du compte, c'est le paysan qui trinque. Parce que c'est tirer les prix vers le bas, c'est niveler par le bas. Et donc, ce maillon, ce fameux maillon qui est la variable d'ajustement qu'il a toujours été, c'est lui qui trinque. Et du coup, ça m'infère une mini question, et tout à l'heure, vous m'en avez parlé, pour moi, c'est ce que j'appelle la montée en compétences. On voit bien qu'avec l'arrivée de l'agritech, les matériaux coûtent plus cher. En plus, souvent, nous, on produit plus en France, ces tracteurs et tout ça, il faut aller chercher les pièces à l'étranger. Pour notre agriculteur, produire, ça lui coûte de plus en plus cher. Très clairement. Je ne sais pas si... Moi, je connais moins le retail, mais vous allez me dire, je n'ai pas l'impression que ça leur coûte de plus en plus cher. Et je me dis, mais en fin de compte, lui, pour produire, ça lui coûte de plus en plus cher, notre agriculteur. Bah, en vérité, bah, je dirais que la personne de la distribution, elle s'adapte à un consommateur ou aux marques ou à qui elle veut. Et je me dis, mais au final...
Quand il s'agit de racheter des nouveaux tracteurs, ils le disent, on peut même plus les acheter, il faut qu'on les partage et tout. Quand on voit qu'il faut capter de la data, parce qu'on pourrait en parler aussi du réchauffement climatique, et ce que ça va faire sur nos... Comment on gère en fin de compte tout ça dans et le retail et dans nos rapports avec l'agriculteur? On le gère comment tout ça? On le gère pas. On gère pas. Ben non, on le gère pas aujourd'hui. Et le distributeur regarde toujours le consommateur, regarde toujours ses parts de marché, regarde toujours les concurrents, et donc ils veulent toujours se piquer les parts de marché. C'est bien, et toute entreprise doit gagner, doit faire du résultat, doit gagner sa vie pour réinvestir. Mais aujourd'hui, le seul qui n'en fait pas, c'est l'agriculteur. Il peut même pas investir dans son exploitation ou dans ses outils. C'est pas possible parce que il n'a même pas le moyen de se payer lui, et donc investir, on n'en parle même pas. Donc, pour remettre tout ça dans le bon sens, moi j'ai poussé il y a quelques années le prix minimum garanti. Pourquoi on mettrait... Je vais vous prendre un exemple très simple. Admettons que c'est une bouteille d'eau. Si cette bouteille d'eau, je l'achète, nous les distributeurs, si on l'achète 1 euro, la loi nous impose de la vendre 1 euro plus TVA plus 10%, la fameuse loi Egalim. D'accord ? Le distributeur doit se faire 10% de marge. Et donc on va la vendre 1,15. D'accord ? Tout le monde sait, les interprofessions, les énarques, les gens, on a des gens très intelligents dans ce pays. Tout le monde sait qu'un litre de lait, pour le produire, c'est 50 centimes. Alors oui, on va vous expliquer que dans le Nord, ça coûte un peu moins cher que dans le Sud, parce que dans le Nord, il y a de l'herbe bien verte, parce qu'il y a moins de chaleur, et dans le Sud, il faut acheter l'aliment un peu plus cher, etc. Bon, oui, il peut y avoir des... Mais finalement, le SMIC, c'est le même partout en France, et pourtant, le niveau de vie à Paris, l'appartement à Paris, c'est pas le même prix qu'à Strasbourg. Donc, partant de là, si moi, j'ai interdiction par la loi de vendre à perte, pourquoi on autorise l'éleveur, où tout le monde sait que la production d'un litre de lait, c'est 50 centimes, le vend 44. Ouais, le vend à perte. Pourquoi ? Moi, je sais pas, je comprends pas. Ouais. Ah, ben oui, mais on n'est pas dans une économie dirigée, il faut... pourquoi ? Mais commençons par le maillon faible. Et donc, on se met autour de la table tous les 6 mois, on dit, 1 litre de lait, c'est 50 centimes. Que tu sois dans le Nord ou dans le Sud, c'est minimum 50 centimes. Ça peut être 55. Ça dérange qui ? Aucun problème. Mais minimum, c'est 50 centimes. Le prix minimum garanti. Pas un prix plancher. Le prix minimum garanti. Et donc, si on oblige les industriels laitiers à acheter 50 centimes, et que le prix qu'ils vendent à ce jour aux distributeurs ne leur suffit plus pour faire leur marge, ne vous inquiétez pas, ils sauront augmenter les prix. Oui. D'accord ? Et au final, si le distributeur, en vendant 80 centimes son litre de lait, la marge ne lui suffit plus, eh ben, il le passera à 85. Mais il faut commencer par le bas. Et donc, si tous les maillons ont une loi qui impose ce qu'on appelle un seuil de revente à perte, ben mettons-le en place pour l'éleveur. Donc, il y a des choses faciles, je pense. Alors, peut-être, parfois, on me prenait pour pour un illuminé, mais je pense que c'est possible. Et à contrario, on va mettre en place des lois, la loi de modernisation de l'économie, 2008, on est en 2025, qui impose une certaine façon de négocier entre les distributeurs et les industriels, où on part d'un tarif général qui sort du chapeau de perlimpinpin, dans lequel personne ne sait me dire ce qu'il y a, et pour arriver au prix d'achat, le distributeur doit vendre des services à l'industriel qui le rémunère en faisant baisser ce tarif pour arriver à un prix d'achat. Donc 70% des produits de l'agroalimentaire en France, les marques nationales, sont régies, les négociations sont régies par cette loi. Et donc on fait une négociation en marche arrière, en partant d'un tarif, là, par là. On négocie des services, on nous rémunère, nous distributeurs, les services, en faisant baisser ce tarif, et on arrive à un prix d'achat qui, à aucun moment, n'a pris en compte la matière première de l'agriculteur, le coût de transformation, le coût de logistique, bref, tous les coûts qui s'additionnent pour déterminer le prix d'achat d'un produit. Du coup, ça nous permet de rebondir, et je vous en remercie, sur la répartition de la valeur. Et
Mais en définitive, donc on n'interroge pas sur son prix de revient l'agriculteur, mais parce que est-ce qu'on ne pense pas que tout simplement, comme il y a cette fameuse PAC et toutes ces aides, bah du coup ça fait le job, ça nivelle, et que l'un dans l'autre, ça va bien. Et deux, est-ce que c'est pas bêtifier les agriculteurs, mais en définitive ne pas prendre en considération que s'il n'y a pas eux, alors excusez-moi, là mon petit leitmotiv, c'est pas les insectes, c'est pas les steaks végétaux, c'est pas les steaks de synthèse qui vont nous nourrir demain. Non. Donc, en fin de compte, est-ce que les politiques, de manière globale, ils se disent pas, la PAC, c'est une partie de leur rémunération, que maintenant c'est devenu, C'est devenu as usual, quoi. Hein, c'est ça, as usual. C'est normal. C'est normal. Mais on se pose pas la question, est-ce qu'on pourrait en sortir et comment on pourrait en sortir? Ouais. Et encore une fois, c'est triste à dire, mais oui, il faut légiférer. Alors, vous voyez, on a fait Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, on parle de Egalim 4. Ouais. Et moi, je leur disais, mais vous pourrez faire Egalim 25, ça ne fonctionnera toujours pas. C'est comme la COP. C'est des pansements sur une jambe de bois, ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut réformer la totalité, et notamment cette fameuse loi de modernisation de l'économie. Alors, il y en a certains qui étaient très à l'écoute quand je me battais sur ce sujet-là, et il y en a d'autres qui balayent, mais je ne sais pas ce qu'il faut... si, probablement, arriver à une rupture, comme on a connu en janvier 2024, où c'est... et qu'on va peut-être connaître dans les mois qui viennent. Ouais. Mais vous voyez, c'est toujours des cycles. Alors, c'est vrai que les 2 dernières années, ils étaient un peu mieux rémunérés, mais c'est des cycles, ça va redescendre. Ouais. Donc le porc, il va de nouveau être mal rémunéré, le lait pareil, etc. Et à un moment donné, ça va péter, et on va tous les voir sur les autoroutes, à bloquer les autoroutes, à bloquer les villes, etc. Ouais, et puis il y a quand même une espèce de contradiction, parce que nous, les Français, on adore nos agriculteurs, mais au salon de l'agriculture, en vérité. Et ensuite, ils nous ennuient un petit peu quand ils bloquent. Mais il n'y a personne, enfin moi, j'ai repris un peu mes petites notes, je n'ai vu personne depuis des années... je vais la faire plus courte. Il n'y a pas de politique agricole en France, en vérité. Peut-être Julien de Normandie a fait des choses intéressantes. Voilà. Très intéressantes. C'est dommage qu'il soit parti si vite. C'est un ingénieur agro. Donc, le gars, il savait de quoi il parlait. Super mec. Enfin, vraiment, je pense que c'est un de ceux qui a fait bouger, mais malheureusement, c'est trop court. C'est des temps trop courts. Et juste alors, du coup, excusez-moi Michel, c'est ma sale manie de couper les gens, mais du coup, vous me faites penser à quelque chose, c'est que l'agriculture est un temps long et que la politique est toujours un temps court. Alors, je ne parle pas de ce qui nous arrive en ce moment où c'est vraiment très très court, mais même 3-4 ans, c'est très très court parce que vous le dites, c'est des temps longs. Et comment les autres pays font pour gérer ça? Parce qu'en fait, ils estiment que c'est une ressource vitale, indispensable, nécessaire, c'est le cœur du moteur et tout, et que nous, en fin de compte, on prend toujours ça pour un pis-aller. En vérité, c'est toujours un pis-aller, quoi. Tâter le cul des vaches, c'est sympa au salon de l'agri, mais ça fait pas le job, quoi. Alors, juste pour revenir sur le conso. C'est pas très sympa ce que je vais dire, mais c'est vrai que le consommateur français, il est un peu bipolaire, hein. Il est un peu schizophrène, quoi. Parce qu'il va tous là. Moi, j'ai fait des enquêtes dans les magasins où je leur demandais à l'entrée du magasin. Vous pensez quoi du monde agricole, de leurs difficultés, de leur mal-être? Il faut les aider. On les aime, les agriculteurs. Il faut les soutenir. Ok. Et donc, dans les rayons, vous allez voir, il y a des produits standards et il y a des produits tripartites. Il y a des produits qui valorisent les métiers de l'agriculteur et qui rémunèrent à leur juste niveau. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est bien ce que vous faites, il faut les soutenir. Ok. Et après, vous attrapez les mêmes consommateurs à la sortie du magasin et vous dites, tiens, on avait parlé tout à l'heure, vous savez, du lait qui rémunère bien l'agriculteur. Ah ouais, mais il était 20 centimes plus cher. Hein. Bah ouais. Et donc, oui, on veut l'aider, mais au final, c'est le porte-monnaie, quoi. Ouais, alors donc, ça, c'est... Ouais. Donc est-ce qu'on veut vraiment sauvegarder cette souveraineté alimentaire française ? Est-ce qu'on veut vraiment continuer à avoir des agriculteurs ? Alors, attention, les agriculteurs ont aussi un gros travail à faire chez eux. Les fédérations, les interprofessions, enfin, les fédérations le savent. On est sur des modèles très différents d'autres pays en Europe. J'ai aussi vu des choses où... on est encore le Gaulois réfractaire et qui dit ah non, avec lui je travaillerai jamais, alors qu'il pourrait mutualiser, acheter le tracteur ensemble, parce que c'est vrai qu'un tracteur ça coûte cher, etc. Donc il y a du travail dans le monde agricole, mais il y a une pédagogie à faire auprès des consommateurs français pour leur dire l'alimentation a un coût.
Ouais. On va vers du plus. On veut que les paysans n'utilisent plus d'insecticides. On veut qu'ils deviennent plus responsables. On veut qu'ils protègent l'environnement. Et on veut plein de choses. Mais tout ça, ça se paye à un moment donné. Le paysan, si on lui enlève un insecticide, son rendement va être divisé par 2. Ouais. Ah, mais c'est sûr. Et donc, si on lui divise le prix par 2, il fait comment ? Déjà qu'il ne vit pas correctement toute l'année, comment il va faire ? Donc, l'alimentation a un coût, il faut l'accepter. Mais pour avoir le juste coût, le juste prix au final, il faut une transparence totale sur la chaîne. La chaîne de valeur. Exactement. Mais du coup, vous me reprenez sur un sujet que j'adore, c'est la notion d'alimentation durable. Et moi, mon activité, je le dis comme ça, tout le monde le sait, qu'une fois par mois, le samedi après-midi, je suis dans la grande distribution à photographier des caddies et de demander au consommateur qu'est-ce que c'est pour lui, dans son caddie, un produit durable. Bien. Et donc, il y a cette définition-là, qu'est-ce que c'est durable ? Quand je suis consommateur. Et là, on est assez étonné parce que tout le monde a un niveau de compréhension qui est totalement... on va vous dire, super yaourt, vous allez le regarder, vous dites, mon Dieu, c'est bourré de sucre. Mais non, mais c'est un produit laitier. C'est un produit laitier, donc voilà. Puis on dit, ouais, mais quand même, là, la pâte à tartiner, ouais, ou alors je dis, la pâte à tartiner et tout, là, on dit, ouais, mais là, on peut pas. Là, c'est pas possible parce que c'est vraiment intuitif personnel. Et puis, il y a autre chose, mais ça, vous le savez, parce qu'il y a eu... Olivier Dauvert fait assez de photos qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est que d'un côté, notre consommateur, il achète aussi tous ces produits qui arrivent en provenance d'Espagne, à pas cher, qui n'ont pas de goût. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, il n'est pas un truc prêt. Comment on fait, en fin de compte, là, pour un peu éduquer le consommateur ? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du consommateur pour actionner d'autres choses ? D'autant plus que je recoupe avec une petite question dont j'avais oublié d'évoquer avec vous, c'est la loi du plomb. Alors là, quand moi j'ai vu cet été le truc sur la loi du plomb, je me dis, mais gars, là, allez payer plus cher vos produits, ce que vous disiez. On voit un emballement, on fait des trucs sur non, on veut pas de pesticides, on veut pas de machin, on veut pas de ci, on veut pas de ça. Mais les gars du bio, en attendant, eux, personne n'achète leurs produits. On fait comment, là, pour régler ce genre de petites choses ? Le conso, il a un rôle essentiel, et c'est effectivement, mais on peut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Ouais. Le consommateur, on a ce qu'on appelle toujours, il a ce pouvoir d'acheter. Ouais. C'est lui qui a la carte de crédit. Ouais. Donc, il peut acheter ce qu'il veut. Ouais. Le problème, c'est que c'est aux acteurs économiques et aux politiques de créer un cadre qui est juste pour toute la chaîne de valeur. Et après, le conso naviguera dans ce cadre. Il faut des garde-fous, il faut de la transparence, il faut... Alors, du plomb, moi, je connais bien, on a échangé pas mal sur le sujet. En fait, là encore, c'est la France. On va dire, il faut... alors, je me suis noté, parce que j'arrive jamais à le prononcer, ce fameux insecticide qui a été un débat incroyable de la loi du plomb, qui est l'acétamipride. Ouais. Donc, c'est un insecticide qui est utilisé notamment dans la filière betterave. Il faut l'interdire. C'est un danger absolu pour la santé. OK. Moi, j'ai pas de problème à dire il faut interdire des choses. Par contre, les Français savent pas que, par exemple, les noisettes produites en Turquie, qui composent une fameuse pâte à tartiner très connue, je pense, par 99% des Français, est traitée avec ce même produit qui est l'acétamipride. Ça dérange personne. Alors nous, les paysans français, ils n'ont plus le droit de l'utiliser. C'est interdit. Le Conseil constitutionnel a dit non, mais ça... Parce que Duplon, en fait, voulait réintroduire cet insecticide qui avait été interdit. Et tout le monde a dit catastrophe, catastrophe. Mais tout le reste de l'Europe, on a le droit de l'utiliser. Pas de problème. Donc, là encore, on marche sur la tête. Pourquoi on ne met pas en place... Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste pourquoi on l'interdit en France et pas ailleurs. Ouais. Donc, mettons en place des clauses miroirs, d'accord ? Et Duplon en a parlé aussi, en disant, OK, le produit, ce fameux acétamipride, n'est pas bon pour la santé. OK. Par contre, il est bon pour la santé des Italiens, des Espagnols, okay. Et de tous les produits qui sont importés en France. Ouais, bien sûr. Et bien donc, on dit, OK, toutes les règles qu'on met en place en France, on les met en place pour tous les produits qu'on importe. Point. Parce que le bio espagnol n'est pas le même bio qu'en France. Donc on dit en France, on n'a pas le droit de prendre ce produit-là, mais par contre on importe un fruits et légumes sur deux, 50% des fruits et légumes aujourd'hui sont importés.
Et ça dérange personne. Et donc forcément, ça... Alors, il y a des gens avec plein de bonnes intentions, Duplon en fait partie, qui poussent des propositions de loi. Au final, à l'Assemblée, ça passe à l'Assemblée, il y a 5000 amendements, et on sort avec un pansement qui ne sert plus à rien, quoi. Mais oui, il y a eu un engouement incroyable autour de cette loi Duplon. Et surtout que je discute quand même beaucoup avec les industriels. Moi, c'est pas mes ennemis non plus. C'est quand même voilà. Et certains me disent, mais le marché français, c'est un des marchés où il y a le plus de dualité intellectuelle, quoi. D'un côté, ah non, la pâte à tartiner qu'on ne citera pas, ah là là là, et on est les plus gros consommateurs au monde de cette pâte à tartiner. Moi, quand on m'a dit ça, je dis ah bon. Sérieux, moi, j'en ai jamais mangé de ma vie. Tout le monde le sait que je n'en ai jamais mangé de ma vie. C'est interdit chez nous à la maison, mais pour d'autres raisons. Et on est les plus gros consommateurs au monde. Et je trouve que franchement, pour avoir, je suppose comme vous, pas mal voyagé, vu beaucoup de consommateurs, on est quand même un des pays où on a une dualité intellectuelle concernant l'alimentation et sûrement d'autres problématiques quand même assez incroyable. Parce que d'un côté, cet été, mais moi j'ai reçu des messages, Sandrine, tu ne réagis pas sur la loi Duplon sur les réseaux sociaux. Je dis non, en vérité, je pense que tout ce que je lis c'est n'importe quoi. Et la vérité était située où est-ce que vous en parliez, c'est-à-dire de se dire qu'on a des produits en France qui le contiennent, mais qui ne sont pas produits en France, et pourtant nous, nos agriculteurs, et je me dis là c'est quand même un peu politique, parce que ça veut dire que nous, en tant que politiques, nos politiques agricoles ne nous défendent pas au niveau européen. Ah non, on est d'accord. Et il faudrait justement, je pense qu'on a une diversité agricole en Europe qui est juste incroyable. Le problème, c'est qu'il faut jouer collectif. Ouais. Parce que sinon, le Brésil, la Chine, les États-Unis vont nous manger tout cru. Là, on voit bien avec la viande qui va arriver viande contre terre rare. Viande contre terre rare. De dingue. Ouais, voilà, donc, je pense que les ressources, on les a en Europe. Mais chacun joue dans sa cour, chacun joue perso. Et donc, il faut qu'on soit collectif. Ouais. Il faut qu'on ait une politique agricole européenne. Ouais. C'est essentiel, parce que sinon, on va pas pouvoir gagner contre ces mastodontes. Non, ça c'est sûr. La seule chose qu'on veut, c'est végétaliser nos assiettes. Est-ce qu'en fin de compte, pour vous, la consommation engagée, ça c'est vraiment aussi un sujet sur lequel j'aimerais qu'on débatte, et la consommation engagée que l'on voit dans tous les médias, c'est juste pour une minorité de gens qui ont l'argent, ou est-ce que c'est vraiment accessible, en tout cas en France? Moi, je ne parle pas de ces produits qui viennent de l'étranger et qui sont... Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir une souveraineté alimentaire telle qu'on l'entend, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, une consommation, un consommateur engagé, est-ce que c'est possible en France, et comment ça peut s'organiser si c'est possible? Alors, effectivement, je pense que aujourd'hui, le bio, ou ces produits un peu plus, ou le local, les produits locaux de nos jolis territoires, ils sont, c'est vrai, souvent réservés aux plus aisés. Ouais. Mais après, faut pas non plus caricaturer. Je pense qu'il y a aussi une classe populaire qui achète et qui a envie, en tout cas, de manger ces produits, notamment le local. Je pense que c'est important. Et parfois, ils achètent du local au sacrifice d'autres choses. Ils font des sacrifices sur d'autres produits ou sur d'autres choses dans la vie courante pour acheter ces produits-là. Pour moi, il faut tout simplement les rendre accessibles. Qu'est-ce que c'est rendre accessible pour vous ? Les rendre transparents. On m'a accusé un jour de faire du gras sur le bio, soi-disant. Mais moi, j'ai pas de problème. Je montrais la totale transparence. Oui, le bio est plus coûteux à la production, mais pas 50% plus coûteux. Et il y a des acteurs du bio, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, qui se sont, utilisons le terme, gavés sur le dos des consommateurs en disant le bio c'est beaucoup plus cher, le bio. Donc oui, le bio est plus cher évidemment, mais tant qu'on n'a pas la transparence, encore une fois, c'est un mot que je répète souvent, la transparence, mais en France en fait on vit dans un monde d'opacité totale. Donc tant qu'on n'a pas cette transparence de toute la chaîne du bio, je ne pourrais jamais dire si les carottes à 1,50 € en bio, c'est le bon prix par rapport à 1 € en conventionnel. 50% plus cher, est-ce que c'est logique ? Moi, je dis que non. Ou alors qu'on me le prouve. Mais donc, pour me le prouver, il me faut la transparence de toute la chaîne.
Et l'agriculteur vous le dira, ce n'est pas 50% plus cher. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a à un moment donné des maillons de la chaîne qui en prennent plus. Donc, moi, je pense que tout le monde doit avoir le droit de pouvoir accéder à ces produits, que ce soit des produits locaux, que ce soit des produits bio ou autres. Et pour ça, il faut les rendre accessibles à tous. C'était mon combat pendant des années. 2 petites questions là sur la transparence et la filière. Moi, à plusieurs reprises, j'ai été contactée par des startups qui font des blockchains. Hein, vous l'avez sûrement croisé. Hein, ils ont dû venir vous voir aussi, ceux-là, quand vous étiez dans la distribution. Ils ont dit on va blockchainer tout ça. Et du coup, ça va faire de la transparence. C'est le principe de la blockchain. Dans le luxe, ils ont installé ça pour plein de raisons. Mais moi, quand j'étais voir les filières et tout, ils m'ont dit non, mais attendez, en France, on est déjà assez contrôlé. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée à Rungis et je leur ai dit je fais des études sur les carreaux des producteurs, ils ont cru que j'allais venir m'occuper du cash. Hein, donc, ils m'ont viré un grand coup de pied aux fesses alors que je n'en ai pas pour ça. Et là, je me dis, là déjà, c'est qui paye cette blockchain? Le consommateur, il veut pas. On l'a bien vu avec l'histoire du poulet Carrefour. Ça n'a pas marché. Hein, il l'avait blockchainé, ça n'a pas marché. En fait, contre le consommateur, je ne me suis sûr qu'il a envie de savoir tout ça. Il n'a pas envie de se casser la tête. Et donc, je me dis, ça, la blockchain, on sait que ça existe, que ça peut être une des solutions. Et pourtant, les filières, personne dans la chaîne de valeur n'en veut de ça. Pourquoi ? Il y a une réponse sûrement, ou peut-être pas, j'en sais rien. Hein. Non, j'ai pas toutes les réponses, mais il y a des leviers, en tout cas. C'est vrai que je parle tout le temps de la transparence, parce que c'est un sujet qui me rend dingue. On n'aime pas être transparent en France, c'est tabou, en fait, d'être transparent. Et pourtant, je pense que le conso, il veut savoir d'où vient le produit, il veut savoir comment il est fabriqué, il veut savoir pourquoi il est vendu à ce prix, et il a envie de savoir ça. Mais le problème, c'est qu'on lui donne trop souvent de mauvaises informations. Sur combien de produits, vous parliez d'Olivier Dauvers tout à l'heure, sur combien de produits il y a marqué fabriqué en France? Le produit, il est pas du tout français. Il est fabriqué en France. On va mettre, assemblé, ou alors on va mettre cassoulet de je ne sais où, les saucisses origine UE, le porc origine UE, etc., etc. Donc, il faut encore une fois, je me répète, mais il faut cette transparence. Après, il y a d'autres choses à faire, je pense. Il y a d'autres leviers. Il y a la fiscalité. Pourquoi on ne mettrait pas une TVA ras les pâquerettes pour tous les produits qui sont sains? Pourquoi on ne mettrait pas une TVA beaucoup plus élevée pour tous les produits qui détruisent la planète et qui sont mauvais pour la santé? Ça pourrait être une idée. Alors, je lance ça comme ça, mais il y en a d'autres qui ont pensé à ça avant moi, mais ça pourrait être une idée à un moment donné si on veut basculer. Et après, ça j'en ai parlé très longtemps de l'éducation. Aujourd'hui, je suis sûr que si on sort tous les deux là et qu'on demande à des petits jeunes, on lui montre un brocoli et on lui montre un chou-fleur, il ne sait pas faire la différence. Ils ne font pas la différence entre un concombre et une courgette. Non, mais déjà, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Pourquoi on n'imposerait pas, pourquoi l'éducation nationale n'imposerait pas une heure de cours alimentaires dès la primaire? Qu'on avait quand on était petite. Moi, j'ai appris à faire des crêpes. Moi, j'ai pas eu. Moi, j'ai appris ça. Mais c'est vrai que pourquoi on remettrait pas ça en place? Et on était partenaire pendant longtemps avec Open Agri-Food que Emmanuel Vasnex avait lancé, et c'était un sujet récurrent qu'on essayait de pousser, quoi. Mais personne ne veut écouter en face. Mais je trouve ça essentiel d'instruire, d'éduquer les jeunes à l'alimentation saine, à l'alimentation durable. C'est la base, quoi. Donc oui, il y a quand même des leviers, quoi. Moi, ça m'inspire 2 choses. Moi, j'ai bossé en Suisse, alors en Suisse francophone, à Genève. J'ai bossé ville de Genève et j'ai bossé pour Swiss Food Academy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qui font de l'éducation alimentaire, et eux, ils rentrent dans les écoles, excusez-moi. Et donc là, il y a quand même un changement, et ça a été intégré maintenant dans le programme Paprika de la ville de Genève. Alors c'est très canton, mais ensuite ils vont aller sur la ville de Lausanne et tout. Et surtout, il y a un truc qui n'existe plus en France et qui est hyper intéressant en Suisse, c'est ce qu'on appelle les maisons de quartier. Et donc, ça permet de créer des ateliers parents-enfants, parents-seniors, parents tout ça, pour remettre l'éducation alimentaire. Franchement, c'est un truc hyper sympa. Ils ne peuvent pas venir en France parce que c'est suisse, mais je sais qu'en France, il y a toujours « Ah non, ça ne peut pas rentrer à l'école et les professeurs, on ne peut pas les former à tout, ils ne savent pas tout faire et tout. » Mais avant, on le faisait. Et, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça. Mais bon. En France, c'est toujours très compliqué. Et il y a autre chose que vous avez dit, et là, moi, je vais amener un petit quelque chose à votre moulin. J'ai travaillé sur la guerre de l'information concernant le Nutri-Score et la taxe soda.
Et j'ai fait un très long article pour l'école de guerre sur la taxe soda. Et bien, figurez-vous que quand on a voulu taxer pour la taxe soda, les seuls qui n'ont pas été taxés, c'est une marque de soda et pas celle à laquelle on pense. On a dit, il faut taxer le vin, parce que le vin, c'est pas bon pour la santé et tout. Et là, nos chers députés, ils ont réussi à dire, ouais, mais ça, c'est patrimoine national. Donc, on ne taxe pas. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive toujours à trouver un biais. Toujours. En définitive. Toujours. Et ça, j'ai trouvé ça dommageable. Du coup, la taxe soda a bien été installée, mais il y a des produits qui ont réussi à se faire enlever. Est-ce qu'on... ouais. Mais c'est rigolo d'étudier les guerres informationnelles qui se font autour de l'alimentation comme elles se feraient, je ne sais pas, pour les satellites et les armes, hein, il y en a tout autant. Hein. Est-ce qu'on peut distribuer sans distribuer toujours plus? Parce qu'en fin de compte, l'alimentation durable, c'est peut-être aussi manger un petit peu moins, c'est acheter un petit peu moins. Mais ça, c'est pas tellement dans le business model capitalistique de faire du chiffre d'affaires et d'avoir des objectifs commerciaux. Hein. Est-ce qu'on peut arrêter de penser volume? C'est ça? Bah ouais, est-ce qu'on peut pas toujours avoir autant dans les magasins? Allez en Suisse, aller voir le rayon laitier, il doit faire la taille du rideau. Hein. Ben ça, c'est... Alors, la France, on est quand même l'inventeur de la distribution. Hein. Les hypermarchés, c'est la France qui les a inventés. Donc, c'est toujours cette envie ou cette surconsommation permanente. Alors, les marques sont très fortes en France. Les Français sont tellement imprégnés par ces marques parce qu'ils font un marketing de dingue, parce qu'on est persuadé que la pâte à tartiner dont vous parliez nous fait maigrir, qu'elle est bonne pour la santé, qu'elle est formidable. Mais ça, on vous le dit en montrant que c'est l'équivalent d'un verre de lait le matin, que c'est... Enfin, vous voyez, et on tabasse en marketing de façon très impressionnante. J'ai presque envie de dire, on est un des seuls pays en Europe où la marque est tellement importante dans la tête du consommateur. Alors que ça s'appelle du marketing. Et surtout, ces marques-là, est-ce que les prix sont justifiés, quoi? Parce qu'il n'y a aucune transparence dans ces marques. Encore une fois, cette opacité. Donc, je pense que le consommateur, il est biberonné par ces marques qui veulent toujours innover, toujours plus. Et donc, quand vous travaillez avec une marque, quand vous êtes distributeur et que vous travaillez avec une marque, il vous faut prendre tout le portefeuille. Sinon, vous n'avez pas les remises, les ristournes qui vont avec. Si vous ne prenez que 50 et 100 produits qu'ils ont dans leur portefeuille, etc. Donc oui, c'est toujours cette course. Alors, on va vous expliquer qu'on répond à une demande du consommateur. Mais on le disait tout à l'heure, le consommateur, si on lui donne un cadre comme ça, il va naviguer dans ce cadre. Si on lui en donne un comme ça, il naviguera dans... Donc il va s'adapter, le consommateur. Donc je pense que c'est possible de faire moins. Après, quand on parle de volume, un distributeur va toujours... la notion de volume, elle est importante dans les achats, parce que vous obtenez des prix, si vous achetez 10 camions de pommes, vous obtiendrez un meilleur prix que si vous en achetez 2. Donc toutes ces notions-là de volume, elle existera toujours. Et d'ailleurs, les volumes permettent de faire tourner les usines des industriels. Donc il y aura toujours cette notion-là. Mais je pense qu'on peut sortir un peu de ça et aller un peu revenir un peu plus à des essentiels, quoi. À du basique. Back to the roots. Exactement. Et donc, à quoi ça ressemblerait post-crise, post-Covid, tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'on voit bien que dans la distribution, les pauvres, on les voit tous défiler en train de se dire ça va mal. Alors, est-ce que c'est vrai? Pas tous. Pas tous, voilà. Pas tous. À quoi ça pourrait ressembler quelque chose qui soit un peu régénéré, en circuit court, avec une logistique sobre et Exactement. tout. Et puis, une micro-question, moi c'est un peu ma spécialité, avec une population vieillissante. On vous l'a dit, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait qu'on refasse des bébés, donc du temps qu'ils soient âgés, qu'ils payent nos retraites, on sera un peu large. Comment on fait avec une population vieillissante et à horizon 2040, 2050, 70% des gens qui vivent dans les villes pour repenser la distribution, grande distribution telle qu'elle est? Est-ce que c'est fini les grands carrefours, Alors, il va y avoir... je pense, et c'est déjà en train de se produire, un redécoupage de la distribution en France. Casino qui a disparu.
En fait, il y a plusieurs choses. Les Français ne veulent plus passer 3 heures dans un hypermarché. Moi, quand j'étais gamin, on allait au Mammouth près de Strasbourg et on remplissait les caddies pendant 4 heures. Le samedi, exactement. Et quand le caddie était à moitié plein, on me sortait du caddie, on m'asseyait devant les livres et j'attendais que les parents reviennent. Bon, ça, c'est fini ce temps-là. Ouais. Donc, les méga Carrefour, les méga Auchan qui font 10 000 mètres carrés, ils peinent aujourd'hui. Ils peinent, c'est triste, mais c'est une réalité. Parce que le consommateur, il va aller au plus vite, au plus simple, au plus rapide. Alors, il y a toute l'histoire, ce qu'on disait tout à l'heure, au plus vite, au plus simple. Ils font plus la cuisine, et plats préparés. Exactement, ils achètent en ligne, etc. Alors, permettez-moi d'être un tout petit peu rêveur. Moi, je crois encore à une distribution avec du circuit court, avec du local, avec des artisans, ce qu'on appelle des shop-in-shop. On met en avant un petit peu le producteur du coin. Alors, certains le font déjà, certains le font même bien, mais c'est pas du tout répandu. Et voilà, peut-être une enseigne qui arrête de pousser ce qu'on disait à la surconsommation, en poussant tout le temps les produits, avec les promos. Mais en même temps, je le redis, je pense que c'est un doux rêve, parce qu'il y a toujours cette guerre des parts des marchés. Chacun veut gratter. On se lève le matin, putain, combien de parts de marché on a aujourd'hui et combien ils faisons les autres. Ah, c'est bon, on en a... on est rentré dans un système qui a été créé par nous, par les industriels, par les distributeurs, qui fait que c'est compliqué d'en sortir. Ouais. Mais je continue à rêver, à croire que c'est possible. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, économiquement parlant, et vous me le disiez tout à l'heure pour les marques, et après je vous donnerai un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais qui existe, est-ce qu'on n'a plus les moyens de nos ambitions, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de marques de distribution, autant de marques à l'intérieur du magasin? Si je prends la Suisse, moi quand je suis partie habiter en Suisse, j'ai dit aux gens, où est-ce qu'on fait les courses ici? Et on me dit, c'est Migros ou c'est Coop. Et je les ai regardés, j'ai dit, bah non. Et à l'intérieur de Migros, c'est que des produits Migros, et à l'intérieur de la Coop, c'est que des produits Coop. Et ben, je vous promets que c'est comme tout, on s'est adapté. Au début, c'était un peu bizarre. La dame, je lui dis, mais c'est où le rayon yaourt? Elle me dit ça. Je lui dis, non, ça c'est le rayon snacking. Elle me dit, non, c'est le rayon yaourt. Mais on arrive à vivre en vérité. Et je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop prétentieux? C'est peut-être pas le bon mot, mais non, pour avoir autant de brands, de retail. Non, c'est l'histoire et c'est le système qui a voulu ça. Ouais. Moi, je pense que le consommateur, on lui trouve toujours plein de défauts, mais il a une qualité, il s'adapte à beaucoup de choses. Ouais. Donc, si demain, il a l'assortiment d'un magasin passe de ça à ça, bah, il s'adaptera. Il n'y a pas de souci. Il est très fort en adaptation. Bah, surtout que la Gen Z, eux, les supermarchés, ça ne les intéresse pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Eux, ils scrollent et ils commandent sur le... Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un changement dans les décennies à venir, parce que l'achat... Aujourd'hui, les distributeurs misent beaucoup sur l'achat d'impulsion. Ouais. Ça veut dire que... je pense 99% des consommateurs qui vont dans un magasin avec une liste de courses ne respectent pas la liste de courses. Par contre, quand vous achetez en scrollant, vous respectez à 100% ce que vous avez commandé, par définition. Et donc, l'achat d'impulsion qui est importante dans un supermarché, parce que ça génère de la marge, c'est en général des produits qui génèrent pas mal d'argent, ça se perd tout doucement. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un remodelage du monde de la distrie française, c'est évident, quoi. C'est passionnant tout ce que vous me dites, et j'aimerais qu'on aborde les 2 dernières parties de cette conversation et qu'on reprenne alors là encore un petit peu plus de hauteur, parce que vous l'avez sûrement vécu. Alors, j'aurais pu dire la guerre en Ukraine, je pourrais dire les crises climatiques, je pourrais dire les problèmes qu'on a en France. Comment, en fin de compte, cette alimentation, on fait pour la gérer quand ça devient un enjeu géopolitique? On fait comment pour la gérer? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que chaque fois que l'histoire s'accélère, l'alimentation redevient stratégique. On peut parler de, vous l'avez dit, la guerre, la pandémie, le climat, tout ça nous rappelle certaines évidences, et que l'alimentation, c'est quand même tous les jours, on va manger 3 fois par jour. Oui, c'est quasiment 7 en ce moment. Quasiment 7, on est d'accord. Et donc, celui qui contrôle finalement la nourriture contrôle bien plus que les assiettes, et il contrôle une espèce de stabilité sociale. Ouais.
Et on l'a vu, je veux dire, l'inflation qu'on a connue, on l'a jamais vécue, le Covid, on l'avait jamais vécu. Et donc tout ça, ça nous a rappelé à l'ordre en disant que l'alimentation, elle est essentielle. C'est vrai. Elle est essentielle. Mais comment on fait en fin de compte pour dire qu'on peut être souverain alimentaire? Et puis on entend assez souvent Olivier Dauvert, Philippe Gutzmann, enfin je citerai tous mes confrères. On voit bien qu'on n'y est plus du tout. Alors on nous fait croire que c'est possible, mais on voit bien qu'on n'a plus la productivité en France. Et on voit bien que par exemple, si je prends juste la volaille, Olivier Mével le dit assez souvent, c'est plus de 70% des volailles qu'on a en RHF qui arrivent de pays hors zone euro, je ne sais même pas d'où ils viennent, des pays de l'Est, je ne sais pas trop. Voire du Brésil. Et on fait... Pourquoi, enfin, comment on fait pour se donner les moyens alors qu'on les a plus... Enfin, en réalité, on les a peut-être déjà plus, quoi. Alors, je pense qu'il faut défendre bec et ongle l'origine France. Ouais. Pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour sauvegarder ce monde agricole qu'on aime tous. Ouais. Mais on ne peut pas non plus imposer aux consommateurs du 100% made in France, qui parfois est hors de prix, parce que ce serait pour moi condamner le consommateur. Mais il faut trouver un juste équilibre. Alors, est-ce que le juste équilibre est importer 70% de volaille alors qu'on a les ressources ? Non. Est-ce que le juste équilibre est d'interdire la possibilité de mettre un poulailler supplémentaire pour pouvoir produire en France et essayer d'inverser cette situation ? Là aussi, il faut que les politiques ils cogitent un peu, quoi. Alors oui, on veut tous consommer français, oui, il faut pousser l'origine France, mais il faut trouver cet équilibre. Parce que ce que je disais souvent aux producteurs avec qui je travaillais, ils ont tous envie d'exporter. Ouais. Donc on ne peut pas interdire l'importation. Il faut juste trouver le juste équilibre. Et surtout, et là j'en reviens aux normes, tout ce qu'on importe doit être soumis aux mêmes normes que tout ce qu'on produit en France. Ça doit être demain matin mis dans une loi et on ne peut pas déroger à ça. On ne peut pas déroger à ça. Je vais vous faire de la peine, mais vous savez qu'en France, nous avons déserté les comités de normes. Donc, en général, on se fait toujours un petit peu avoir parce qu'en France, on a décidé que les comités de normes, c'était pas très intéressant, mais qui fait la norme fait le marché. Et là, malheureusement, nous, on est un peu en retard. On rame un peu. Ouais. Est-ce qu'il y a, et ce sera ma dernière question avant de vous laisser un petit peu de temps libre pour me dire un peu comment vous voyez certaines choses, est-ce qu'il y a encore de la place pour des petits faiseurs, pour des artisans dans la distribution? Est-ce qu'il y a encore de la place pour eux? Moi, j'ai souvenir en Alsace. Alors, en Alsace, on a des spécificités de magasins où il y a des... On est bien en Alsace. Hein. Oui, on est très bien, Et je salue mon cousin Damien de chez Le Poulaillon. On a... Et voilà, moi, quand je vais chercher des produits locaux pour ramener dans ma famille, je me dis pas, je trouve tout ce qu'il faut dans le Shopee près de chez ma cousine. Et je me dis, mais pourquoi nous, en Alsace... Alors, un peu de chauvinisme. Pourquoi nous, en Alsace, on sait faire et que dans d'autres régions, c'est pas faisable? Et est-ce que du coup, ma question de manière plus globale, c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour des petits faiseurs? Si, par exemple, la loi Green Claims, la directive Green Claims, c'était passé au niveau européen, ça aurait pu être possible pour eux d'être référencés dans les magasins. Donc, est-ce qu'il y a encore vraiment de la place, sachant que en France, c'est une grande partie de PME, PMI qui nous nourrissent quand même. 22 000 PME, si mes chiffres sont exacts, pas loin de ça. Donc, et ceux-là, il faut les protéger. Vous voyez, on a 91 multinationales et 22 000 PME. Moi, les 91 multinationales, j'ai vraiment pas envie de les protéger. Non. Parce que c'est enrichir des milliardaires américains qui viennent déverser de la junk food sur le marché français. Donc moi, je milite pour défendre les 22 000 PME françaises, qui d'ailleurs, les PME françaises ont beaucoup plus de mal à absorber les contraintes réglementaires que les multinationales. Et donc, je pense que c'est le rôle... Alors, c'est de plus en plus difficile de mettre de la PME ou de l'artisan dans les magasins parce que les multinationales prennent de plus en plus de place et les consommateurs les réclament. On revient toujours à cette pâte à tartiner, par exemple, mais pas que, parce qu'il y a des petits artisans qui font de très bonnes pâtes à tartiner. Et je pense que c'est un rôle... c'est le rôle de la distribution d'inciter, en tout cas...
Encore une fois, il y en a qui le font et ils le font bien et j'ai pas de souci. Mais c'est le rôle de la distribution d'ouvrir à ces gens-là des espaces dans les magasins. Je parlais tout à l'heure de shop-in-shop, de faire des corners avec la PME locale, mais les mettre en avant. Faire le marketing aussi, faire de la pédagogie aux consommateurs. Pourquoi pas des dégustations sur le corner, etc. Mais oui, je pense que c'est encore possible. Et celui qui a la clé, c'est le distributeur. Le distributeur peut choisir ce qu'il veut mettre dans son magasin. Alors oui, peut-être ça rapportera un petit peu moins de marge, peut-être que ça rapportera un petit peu moins de chiffre d'affaires, mais il faut pousser ces gens-là, il faut préserver tous ces gens, toutes ces PME françaises qui sont, pour moi, le savoir-faire de notre pays, quoi. Ah bah oui, et quel savoir-faire. Et quel savoir-faire. Qui est envié par le monde entier. C'est vrai. Le monde entier. Moi, mon papa faisait de la charcuterie, je vous l'ai jamais dit, mon père était charcutier alsacien. Non mais c'est formidable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne mange pas la même chose en Alsace qu'en Bretagne, que dans le Nord, que dans le Sud. Donc on a une richesse gastronomique qui n'existe pas ailleurs au monde. Et donc cette richesse, il faut la pousser dans nos magasins. C'est vrai. Merci. Alors, maintenant, c'est un petit temps un petit peu libre, on va dire. Vous allez me donner votre regard. Donc, vous n'êtes plus un acteur direct, maintenant, depuis quelques temps, de la distribution. Est-ce que maintenant vous prenez un peu de hauteur, est-ce que votre regard il a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent plus claires aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des aberrations, enfin des trucs, je sais pas, voilà. Comment vous voyez les choses maintenant, après quelques temps, après un départ? Alors, évidemment que le regard change. Et je pense que dans toutes les réponses que je vous ai données, vous m'auriez interrogé il y a 2 ans en arrière, quand j'étais encore dans l'opérationnel, probablement que je ne vous aurais pas donné ces réponses-là. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans l'opérationnel, on est concentré sur la bataille quotidienne qui sont les prix, les promos, les volumes, etc. Et c'est vrai que quand on sort de cette bataille quotidienne et qu'on prend du recul, forcément, on voit les choses un petit peu différemment. Maintenant, je ne dis pas que si demain je retourne dans la distribution, on sera de nouveau pris par cet engrenage. Mais en tout cas, avec ce recul, on voit beaucoup plus les impasses du système qui sont énormes, et on en a cité beaucoup. Et moi, je vois surtout que avec le recul, que cette guerre des prix qu'on se livre en permanence, finalement, elle use tout le monde, quoi. Elle use les producteurs, elle use... même le consommateur. Même le consommateur. Ouais. Il ne comprend plus rien, quoi. Il y a des pays en Europe qui ne font pas de promo. C'est interdit. C'est interdit. C'est génial, quoi. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, et en reprenant toujours notre même exemple, fut un temps, ils l'ont vendu à moins 70%. Enfin, quand vous êtes consommateur, toute l'année, vous payez, je dis n'importe quoi, 5 €. Ouais. Et 2 fois dans l'année, on vous fait moins 70. Mais vous croyez quoi ? Vous croyez que ça vous tombe du ciel, ces 70 ? Enfin, il y a quelqu'un qui les paye. Quelqu'un les paye. Rien n'est gratuit. Et donc, ces moins 70, c'est parce que toute l'année, vous payez 5. Alors, est-ce que ce ne serait pas mieux de ne pas avoir 2 fois dans l'année moins 70 et de payer votre produit toute l'année 3 €? C'est quand même plus sympa, quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'encore une fois, quand vous l'achetez à moins 70, vous ne consommez pas 2 fois plus de produits. Ça, c'est de la flûte. Ça, c'est des conneries, quoi. Donc, on ne peut pas tout régler en pensant filière par filière. Il faut prendre la totalité de la chaîne alimentaire, tous les maillons de la chaîne, y compris le consommateur, parce que la chaîne alimentaire, c'est le producteur, l'industriel, le distributeur, le consommateur. Et mettons aussi dans cette chaîne l'État. Voilà, il faut tous les mettre ensemble, parce que si on prend maillon par maillon, on n'y arrivera pas, quoi, parce qu'on va toujours créer de la défiance. Parce qu'on va dire, toi, t'es pas mal, l'autre, il est moins bien. Ah non, mais lui, il est meilleur. Non, on se met tous autour d'une table, on pose tout sur la table, on joue la transparence totale, et on avance, quoi. Sinon, on ne va pas y arriver. Sinon, le maillon faible, il va mourir, on n'aura plus la matière première, donc on va aller la chercher en Pologne ou je ne sais où, ou au Brésil. Donc il faut... et ça, quand vous prenez du recul, quand vous êtes dedans, vous ne le voyez pas, ça. Et quand vous en sortez et que vous prenez un peu de hauteur, vous dites, c'est évident, il faut mettre tout le monde autour de la table, sinon on va aller dans le mur, quoi. C'était un peu le but d'Egalim. Ouais, mais Egalim, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, Egalim, c'est un sparadrap sur une jambe de bois. L'initiative est belle. Voilà.
L'initiative est belle, j'y étais, j'ai poussé, j'ai trouvé ça sympa. Mais encore une fois, Egalim est passé au Parlement, à l'Assemblée, 5000 amendements. 5000 amendements. Et donc, vous avez une Egalim qui était une belle initiative, une super idée, qui a quand même, il faut le dire, fait bouger certaines lignes. Mais au final, vous avez une Egalim avec 3 options. Une loi avec 3 options. C'est comme si je vous disais... Eh bien, demain, en France, parce que vous, Sandrine, vous êtes sympa, vous avez le droit de rouler à 200 sur l'autoroute. Moi, je suis un peu moins sympa, j'ai le droit de rouler à 150, c'est l'option 2. Et l'autre, il est encore moins sympa, il roule à 90. Mais on marche sur la tête. Donc, les 3 options de l'Egalim, c'était quoi? L'option 1, totale transparence. C'était la base de la loi Egalim. Bravo. Sauf que les lobbyistes des industriels, des multinationales dont on parle, ont fait pression pour qu'il y ait une option 2, un peu moins transparent, et une option 3, totale opacité, où il faut prendre un tiers de confiance pour aller vérifier. Mais le tiers de confiance est payé par ce mec. Donc comment voulez-vous faire confiance? Et donc 90% des industriels, des gros, qui sont dans le monde dans cette chaîne alimentaire, ont tous opté pour l'option 3. Bah oui. Faut surtout pas être transparent. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un sparadrap sur une jambe de bois. C'était une belle initiative, et au final, ça marche pas. La preuve, après Egalim 1, qui devait être expérimental pendant 2 ans, hop, on a mis Egalim 2. Après, il y a M. Descrozaille qui est arrivé, on a mis Egalim 3, pour dire, les promos, on n'a plus le droit de faire de promos sur les produits cosmétiques, etc. Enfin, il y a eu des aberrations. Et encore une fois, on fait des petites lois tous les 2 ans pour essayer de régler des problèmes. Non. Réformons de fond en comble la loi de modernisation de l'économie qui est catastrophique pour le monde agricole et pour le pouvoir d'achat des consommateurs, et mettons-nous tous autour de la table pour enfin rédiger une loi qui rémunère le paysan, qui défend le pouvoir d'achat des Français, qui répartit la valeur entre les maillons. Alors, je rêve, moi, Non, mais Michel Biraud, ministre de l'Agriculture, oui, le 9 sûr. septembre en définitive. Voilà un beau programme. Si vous aviez 3 vœux pieux, si on devait avoir 3 droits alimentaires pour, on va dire 2030, c'est dans 5 ans, ce serait quoi? Et puis, on envoie le CV à Emmanuel Macron, à mon avis. Je pense que vous feriez un très bon ministre de l'Agriculture. Oui, bien sûr, sans aucun doute, c'est sûr. Alors, ce serait quoi vos vœux pieux pour une alimentation plus saine, plus durable, et pour un système, en fin de compte, plus sain, plus durable, qui ne l'est pas en fait? Je pense que le premier droit, c'est que chacun, quel que soit son revenu, quel que soit son niveau social, doit avoir droit à une alimentation saine, durable et au juste prix. Ça, c'est la base pour moi. Quand on dit durable, on l'a dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop de quoi on parle. Ouais. Mais ça, c'est la base. Après, qu'est-ce que le droit à la transparence sur les produits, je l'ai dit tout au long de l'interview. Il faut que les gens puissent savoir d'où vient le produit, comment il a été produit et pourquoi il est à ce prix-là, quoi. Mais là encore, est-ce que c'est un vœu pieux ou pas? Il faut bien rêver, puis il faut bien se donner des volontés. Exactement. Et puis on va sûrement vous retrouver. Michel Biraud, en tout cas, je vous remercie de ces longs entretiens qu'on a eu ensemble. Vous êtes la première personne du retail que je recevais. C'est un des mondes que je crois connaître le moins dans mon métier. Et en fin de compte, on s'est bien rendu compte que c'était pas un secteur qui était si facile que ça, que c'était quand même très central, que c'était assez une diplomatie du quotidien, ce métier de la grande distribution, que c'est pas toujours le grand Satan comme on en entend, et qu'en fin de compte, c'est aussi un révélateur, et vous nous l'avez dit, de nos fractures personnelles, le consommateur, le distributeur, l'agriculteur, et puis même nos gouvernants, et qu'en fin de compte, il va falloir un peu plus que du marketing et du ripollinage pour réconcilier la valeur et le vivant. Je suis d'accord. Et il faut bien plus que du marketing. Donc le 9 septembre, j'espère que vous serez au ministère. Ça, c'est une private joke entre nous et Michel Biraud. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En vérité, c'est pas faire que de la politique, tout ça. Merci à tous en tout cas et bonne journée.